Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin pour ce deuxième épisode webinaire de notre série Plein emploi, plein logement, donc proposé par Idéal, et nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Donc dans notre premier épisode, nous avions parlé du couple emploi-logement et essayé de définir ce qu'était ce lien. Ce matin, nous allons nous intéresser à l'entreprise. Alors son lien avec l'emploi paraît évidemment évident. En revanche, son lien avec le logement un peu moins. Pourtant, on peut commencer par dire que les entreprises ne sont pas absentes du monde du logement, pas du tout, parce qu'elles participent, en tout cas pour celles qui emploient plus de 50 personnes, à ce qu'on appelle la PEC, c'est-à-dire l'effort de construction par les entreprises qui existe depuis 1953 et qui consiste pour les entreprises à verser une cotisation à Action Logement, et puis pour celles qui ont moins de 50 salariés, au Fonds national des aides au logement. Et cette manne, qui correspond à peu ou prou à 2 milliards d'euros par an, sert à construire des logements sociaux, des logements intermédiaires, à aider les salariés dans leur mobilité, à les aider à déménager, à les aider aussi à accéder à la propriété avec des taux bonifiés et des garanties de prêt. Donc, ces cotisations obligatoires ont bien pour objet de mutualiser une ressource pour que la construction des logements puisse profiter à tout le monde en coupant le lien patron-employé qui a pu exister notamment dans des grands groupes. Alors, ce qu'on appelait le paternalisme industriel souvent, a servi à fabriquer beaucoup de logements, a servi à créer des cités ouvrières, des corons. On peut penser aussi au familistère de Guise qui a été souvent loué comme un modèle d'habitat communautaire, mais aussi de fort contrôle social. Et donc ce paternalisme, la définition de ce mot, c'est justement la définition d'un contrat donnant-donnant qui lie et qui établit un lien fort entre l'entreprise et le salarié. Qu'est-ce que ce lien peut provoquer ? Eh bien, il peut provoquer que quand on perd son... Enfin, je rigole, mais c'est pas drôle du tout. Quand on perd son emploi, on perd aussi son logement. Donc, c'est la mise en péril des deux piliers essentiels à la vie. Et c'est de ça, aujourd'hui, que nous allons parler, puisque... à notre avis, le contrat social, il a été plus respecté avec la création du logement social qui, comme je le disais, permettait à tout le monde de bénéficier d'une ressource mutualisée. Alors, pourquoi on en parle ce matin ? Parce qu'on observe depuis quelque temps, ça et là, de la part de chefs d'entreprise, mais aussi de la part de responsables politiques, une réémergence d'initiatives qui semblent relancer ce lien emploi-logement. Donc, il y a beaucoup de... sans qu'on puisse d'ailleurs vraiment le quantifier pour l'instant, des initiatives de chefs d'entreprise et puis des propositions de loi, des amendements au projet de loi sur le logement discutés en commission des finances au Sénat pas plus tard qu'il y a 2 jours, qui vont un peu dans ce sens, c'est-à-dire le rétablissement d'une clause de fonction, y compris dans le parc social. Alors, on a essayé de comprendre ces initiatives et d'expliquer pourquoi elles réémergent et à quoi elles correspondent vraiment. Est-ce que les entreprises ont envie de résoudre la crise du logement ou d'aider ceux qui en pâtissent ? Est-ce qu'elles ont surtout envie d'attirer, de fidéliser, de garder leurs salariés en leur proposant un avantage qui peut aussi être vu comme un fil à la patte ? Est-ce qu'elles ont pour vocation, ambition, objet de compléter des politiques publiques qui peinent justement à rapprocher les deux sujets ? Il y a de nombreuses manières de faire. Donc, un chef d'entreprise peut acheter un immeuble de logement pour y loger ses salariés en leur louant des logements. Il peut bonifier des prêts, il peut les garantir, il peut proposer des cautions. Mais toutes ces initiatives et ces manières de faire posent quand même un certain nombre de questions. Alors, le possible fil à la patte que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est une régression sociale ? À qui ces aides sont-elles proposées ? Sous quelles conditions ? Est-ce que ces politiques ont un coût ? Alors évidemment qu'elles ont un coût, mais lequel et qui paye ? Est-ce que ces décisions d'entreprise ne risquent pas d'instaurer de nouvelles inégalités ? Et puis, est-ce finalement aux entreprises de se mêler de cette question ? Alors pour en parler, nous avons invité ce matin Cécile Gambier, qui est directrice des investissements et du patrimoine de l'AP-HP, donc Assistance publique Hôpitaux de Paris. Vous allez nous raconter comment vous avez mis en place de nombreux dispositifs pour loger des salariés qui ont des horaires décalés,
donc ça c'est une raison, mais aussi qui ont déserté pas mal les structures hospitalières après le Covid, et vous nous direz pourquoi. Chloé Voisin-Bormuth, donc vous êtes la directrice générale de Paris Capital Économique, dont la vocation est d'attirer des investissements et des entreprises dans la région capitale. Et vous avez mené tout un travail de recension des initiatives de la part de chefs d'entreprise, de la part de groupes industriels ou autres que j'évoquais tout à l'heure et qui proposent des solutions à leurs salariés. Romain Dubois, vous êtes directeur général de ICF Habitat, donc qui est le bailleur social de la SNCF, traditionnellement qui logeait des cheminots. Vous êtes aussi collecteur de cette PEC que j'évoquais tout à l'heure. Et la disparition du statut de cheminot vous pousse vers des inventions de nouveaux dispositifs pour à la fois attirer des salariés et leur proposer des logements. Et puis, Michael Lenézé, vous êtes le directeur général de Sofiap. Alors, Sofiap, c'est une banque dont les actionnaires sont la SNCF et la Banque Postale. Il y en a deux, je crois, c'est tout. Et vous proposez aux entreprises, donc ce sont les entreprises qui sont vos clients, vous proposez aux entreprises d'aider leurs salariés et on va voir comment. Donc, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du webinaire et nous les relayerons à nos invités. Et puis, c'est Antoine Pochon qui va officier ce matin et cuisiner, c'est dit, invité. Voilà. Merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on a beaucoup de choses à se dire, donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Pour commencer à parler de ce dont tout le monde parle, c'est cette crise du logement. Donc avant de dégainer vos solutions, vos spécificités, j'aimerais bien que vous puissiez me dire chacun depuis votre point de vue, depuis votre poste, depuis ce que vous voyez, comment vous l'analysez, comment vous la percevez et comment, pour commencer à un petit peu teaser, comment elle interroge vos métiers et vos pratiques. Alors, peut-être juste pour revenir sur des choses qu'on s'était dites au premier webinaire qui sera bientôt en ligne d'ailleurs, c'est qu'on a du mal à avoir des données objectives sur ce lien emploi-logement. Est-ce que par exemple il gêne les embauches? Alors la CPME dans un rapport récent indiquait que par exemple 20% des PME indiquent que des candidats ont renoncé à leur embauche pour des raisons liées au logement. Bon, je mets ce chiffre sur la table. Voilà, comment est-ce que vous pouvez le compléter par des données peut-être un petit peu plus fines? On peut peut-être commencer par vous, Romain Dubois, donc directeur général d'ICF Habitat. Le logement est pour vous, en tout cas pour la SNCF, un engagement historique. Alors cette crise, comment elle résonne avec cet engagement ? Oui, alors c'est effectivement historique. C'est quelques grands groupes publics, je laisserai Cécile l'évoquer, ont toujours gardé une politique logement depuis le 19e siècle ou le 20e siècle. C'est la Poste, c'est la RATP. Et effectivement, la SNCF a toujours eu cette politique logement, mais d'abord pour des raisons industrielles. Pour produire le service ferroviaire, il faut des cheminots, ça paraît aller de soi, mais il faut des cheminots à proximité des infrastructures ferroviaires. Ne serait-ce que parce que, comme eux aussi travaillent en horaire décalé, pour aller sur un centre d'aiguillage, pour aller dans une gare, pour aller prendre un train et prendre sa journée de service, il faut des transports. Et s'il n'y a pas les transports en commun, puisqu'ils n'ont pas démarré, il fallait loger les cheminots à proximité des infrastructures ferroviaires. Donc effectivement, c'est une préoccupation depuis très très longtemps de la part de la SNCF de loger les agents, à la fois pour les attirer, et on y reviendra sur le sujet de la crise actuelle et des zones en tension, mais d'abord pour garantir et assurer cette production ferroviaire au quotidien. Vous savez, la presse en a fait l'écho. Il y a eu des épisodes où on pouvait manquer quelque part de conducteurs. Et donc, effectivement, en plus, dans une période où la SNCF recrute à nouveau pour répondre à l'offre croissante de besoins et des demandes ferroviaires, on a une forte demande de logements dans les zones denses, notamment évidemment en Île-de-France, mais pas simplement en Île-de-France. Et effectivement, la SNCF a déployé des dispositifs au-delà des dispositifs de droit commun comme le versement de la PEC, pour favoriser le recrutement. Je pense dès 2019 à une garantie logement en Île-de-France où la SNCF s'engage à loger ou héberger en 4 mois un nouvel embauché en Île-de-France à grande proximité de son lieu d'emploi. Donc c'est une question de service public.
Bien sûr. Et est-ce que la situation récente, cette crise qu'on traverse en ce moment, on dit que c'est une crise de l'abordabilité du logement qui a été liée à la montée rapide des taux d'intérêt, entre autres, mais aussi au logement trop cher, et ça n'est pas spécialement une nouveauté. Est-ce qu'elle a des implications encore plus concrètes que ça sur les personnes que vous logez, par exemple, sur les locataires d'ICF Habitat, ou sur les perspectives de développement que vous pouvez avoir dans un avenir proche? Évidemment, oui. Alors, les cheminots, alors peut-être que tous les auditeurs en sont pas convaincus, ne sont pas forcément les salariés qui gagnent le plus en France. Et quand il s'agit de se loger à Paris, de se loger dans la première couronne francilienne, de se loger dans le cœur de Lyon, c'est compliqué. Et s'il n'y a effectivement pas une offre de logement abordable, ça les renvoie très loin et ça met en risque cette production industrielle. Même si, et je rajouterais finalement à ce que disait Catherine en introduction, finalement la SNCF, au lieu d'avoir cette réflexion sur ce couple emploi-logement, rajoute, et c'est dans son ADN, un triptyque, en fait c'est emploi, logement, mobilité. Et parce que c'est aussi dans son ADN, évidemment, de développer des mobilités collectives, ce qui permettre d'ailleurs aux Français d'habiter un petit peu plus loin de leur lieu d'emploi quand ils ne sont pas des travailleurs clés, mais éventuellement aussi à quelques cheminots quand ils ne sont pas aussi liés à la production industrielle, d'habiter un petit peu plus loin. Merci, c'est une bonne entrée en matière, et je vais passer le micro s'il vous plaît à Cécile Gambier. Alors vérifiez qu'il est bien allumé, parce que je pense qu'il faut le pousser. Non. Voilà, là ça ira comme ça. Je rebondis sur les propos de Romain Dupont, parce que finalement l'AP-HP c'est aussi une mission de service public, et quand on a préparé ce débat, vous avez insisté sur le fait que non seulement vous affrontez dans votre territoire qui est la région Île-de-France une crise du logement abordable, mais elle s'est doublée d'une grande crise sanitaire qu'on a traversée il y a quelques années maintenant, qui a eu des effets déstabilisateurs sur votre activité, et peut-être particulièrement sur certains types de salariés de l'AP-HP. Alors comment tout ça interpelle le logement des salariés de l'AP-HP, des agents de l'AP-HP? Oui, en effet, jusqu'à très récemment, la politique de logement était surtout couvrait essentiellement deux grands objectifs. Le logement des agents en nécessité absolue de service, qui répond à une nécessité de garde, alors plutôt de garde technique et garde administrative, avec souvent un logement au sein des hôpitaux ou à proximité immédiate. Finalement, on était plutôt sur une typologie d'emploi limitée à ces activités, et nous avions en parallèle aussi du logement plutôt dédié à des personnels avec des faibles revenus qui répondent à des critères sociaux, soit au travers de droits de réservation ou sur notre parc. Les premiers types d'emplois que vous avez mentionnés, c'était aussi des emplois plutôt à faible revenu? Ou pas forcément? Pas forcément, okay. Pas forcément. C'est vraiment lié à l'activité du garde technique, et donc on parle là d'électriciens, de personnel qui doivent intervenir s'il jamais il y a des coupures ou des incidents au sein des hôpitaux, mais également des directeurs d'hôpitaux qui doivent intervenir s'il y a une crise ou une problématique lors de différentes gardes de nuit pendant les vacances, selon les besoins, pour assurer en fait une continuité de service. Depuis la crise sanitaire, comme vous l'avez évoqué, l'AP-HP, mais à l'instar de tous les autres établissements de santé, a compris que le logement devenait un outil en fait indispensable de notre activité. Et même si on dispose d'un parc de plus de 4000 logements, finalement, ce n'était pas suffisant, et la question du logement est devenue un réel frein au recrutement. Essentiellement nous on est à 99% sur Paris, donc Paris et Île-de-France, donc évidemment on ne va pas rappeler la question de la cherté, que ce soit à l'achat ou à la location, et à la faible disponibilité du foncier, et donc c'est devenu vraiment une grande priorité. Comme on l'avait évoqué, entre 2019 et 2023, l'AP-HP a perdu
énormément d'attractivité en subissant en fait une crise de vocation. J'ai lu moins 11% d'effectifs d'infirmiers par exemple. Essentiellement, voilà, tout à fait. Et qui du coup entraînait une fermeture de près de 10% des lits. Donc avec une conséquence vraiment importante sur l'offre de santé en Île-de-France. Alors, on parle beaucoup des infirmières, c'est vrai que c'est ce qui est le plus criant, mais c'est aussi c'est toutes les professions paramédicales, donc également les masseurs kinés ou les manipulateurs radio, on va dire. Donc, ce sont les professionnels avec les plus faibles revenus à l'échelle de la PHP. Exactement. Et donc là, nous avons en première réponse développé une nouvelle stratégie, un plan d'action qui s'appelle les 30 leviers pour agir ensemble et aller renforcer l'attractivité et aussi fidéliser les professionnels et les agents, dont le logement est un point et un pilier, mais pas que. Et l'important est vraiment de comprendre que c'est une panoplie d'actions pour essayer d'apporter à nos agents un meilleur confort de vie, de travail, une meilleure organisation et des moyens pour pouvoir réaliser leur service dans de bonnes conditions. Attractivité, fidélisation, cadre de vie, temps de transport, c'est QVT, voilà, c'est un ensemble QVT, qualité de vie au travail. Tout à fait. Ouais. Et puis après, je pense que je développerai dans un second temps toutes les solutions qu'on a pu apporter. Mais vous avez bien donné tous les petits ingrédients sur lesquels on va pouvoir revenir ensuite. Est-ce que vous pouvez passer votre micro à Mickaël Lenézé, juste à côté de vous? Donc, Sofiap, Catherine l'a expliqué, c'est une banque. Une banque a des clients. La spécificité de votre banque, en tout cas de l'établissement que vous dirigez, c'est que ces clients sont des entreprises qui, a priori, se tournent vers vous parce qu'elles ont un sujet de logement pour leurs salariés. Alors, qu'est-ce qu'elles vous demandent et est-ce que depuis quelques années, elles vous demandent des choses différentes ou est-ce qu'il y a un afflux massif de nouveaux clients? Alors, juste peut-être revenir un peu en arrière par rapport à votre question précédente. Pourquoi on est en situation de blocage aujourd'hui sur le logement? En préparant un petit peu la table ronde hier dans mon bureau, je me suis dit finalement, qu'est-ce qu'on regarde comme triptyque? Blocage, parce que finalement, quand on regarde la part aujourd'hui du logement dans les ménages, dans le revenu des ménages, on est passé de 23% en 2010 et aujourd'hui on est près de 30%. Donc grosso modo, qu'est-ce que c'est? Et ça peut être beaucoup plus. Ça veut dire quoi? Ça se concrétise par le fait de dire que la part qui est consacrée au logement aujourd'hui pour les locataires, etc., qui continuent à monter avec les frais de l'énergie, etc., fait une capacité d'épargne qui s'amoindrit. Ça, c'est le premier phénomène qui dit, voilà, quand on veut acheter demain, finalement, on a pu moins épargner parce qu'on y consacre un peu plus d'argent que précédemment et du coup, on a un problème. Deuxième phénomène, le phénomène de la hausse des taux qu'on a connu depuis presque 2 ans maintenant. Juste un chiffre, 1% de hausse de taux, c'est quasiment 10% de pouvoir d'achat qui est perdu. Pourquoi? Parce qu'à échéance égale, on perd 10%. Donc même si hier la BCE a annoncé une baisse de 0,25, etc., n'empêche que depuis presque 2 ans maintenant, on a une hausse de taux très forte. Et tout ça dans un phénomène global de marché qui est des vendeurs qui ne veulent plus vendre, en tout cas qui attendent, puisque finalement on a le mythe depuis des années de la plus-value immobilière, qui est aujourd'hui exonérée complètement de fiscalité lorsqu'on sait la résidence principale, et qui fait qu'aujourd'hui les gens qui ont un bien, ils attendent parce qu'ils se disent finalement peut-être que si les taux baissent, je vais pouvoir le vendre correctement, etc. Donc tout ça crée un phénomène de blocage complet, ou en tout cas de raréfaction des biens à vendre, même si c'est par endroit ça peut repartir, donc ça crée vraiment ce blocage. Et quand je lis les déclarations dans la lettre qu'a publiée, je l'ai sous les yeux, le MEDEF le 20 mai, je lis en fait les propos de Patrick Martin. Il dit voilà, 6 employeurs sur 10 considèrent que le logement est un frein au développement des entreprises et qu'en parallèle, 66% des gens qui ont aujourd'hui un logement social ne veulent pas bouger. Évidemment, puisque pour bouger, il faudrait pouvoir trouver un logement qui soit dans les mêmes conditions financières, avec les mêmes capacités de remboursement. Ou peut-être interroger certaines conditions salariales. Et une fois que j'ai dit tout ça, en fait, la solution qu'on propose avec Sofiap, c'est de dire aux entreprises complètement privées, d'ailleurs en complément total des dispositifs publics, que peuvent être le PTZ, que peuvent être Action Logement, qui avec la PEC. On va revenir. Et en fait, Sofiap, elle met en place un dispositif de prêt subventionné par les entreprises. L'entreprise décide de dire, voilà, moi j'ai un blocage, j'ai des besoins de recrutement, j'ai des besoins... Et donc du coup, je prends en charge une partie du taux d'intérêt immobilier. Et tout à l'heure, quand on parlait de développement, moi je suis hyper content depuis le mois de janvier de voir qu'il y a presque une vingtaine d'entreprises qui aujourd'hui viennent nous voir et adhèrent à notre dispositif. Et qu'aujourd'hui, parce que moi j'y suis depuis un peu 2 ans maintenant à la Sofiap, et je suis content de voir
voir ça, puisqu'en même temps, je vois qu'on a aujourd'hui presque 40 entreprises, on couvre à peu près 600 000 collaborateurs potentiels, et donc c'est un vrai développement de trucs. Ça veut dire qu'on répond à un besoin qui est ce blocage. Et je peux, juste si je fais la pub de Sophia de 2 secondes, en plus on l'externalise. C'est pas le but, hein. Voilà. Mais quand même. Mais on a des questions qui permettront de. Mais en tout cas, voilà, le blocage du marché explique la situation dans laquelle on est, parce que, évidemment, tout le monde regarde son portefeuille et sa capacité d'emprunt avec juste peut-être pour le chapeau, la norme HCSF sur laquelle l'État a refusé de revenir et qui fait qu'aujourd'hui 35% c'est le cut d'endettement pour faire du crédit. Peut-être juste très concrètement, quand une entreprise vous sollicite, qu'est-ce qu'elle vous demande ? Quelles sont les questions avec lesquelles elle arrive vers vous, ou alors si elle répond à votre sollicitation ? Nous, on considère qu'on est complètement au service du dirigeant et de la RH de l'entreprise. Donc on construit avec elle une solution qui est aujourd'hui très orientée logement, mais qui peut aussi jouer sur la mobilité, qui joue aussi sur les aidants, enfin de tout un mécanisme de choses. Pourquoi ? Parce que finalement, en discutant avec les RH, le sujet il est multiple. Le premier sujet qu'elles ont en général quand elles viennent nous voir, c'est un sujet de fidélisation des collaborateurs. C'est-à-dire que grosso modo, comment je peux fidéliser les collaborateurs ? Je prends pour exemple, et je peux les citer puisqu'on en fait régulièrement à la promotion, parce qu'ils nous font le plaisir de nous accompagner. Quand je suis dans l'entreprise Iroko, c'est une entreprise qui a été créée il y a 5 ans, ils sont à peu près 70, c'est que des data scientists ou des gens qui ont des métiers très spécifiques, et eux ils se disent super, ça se passe bien, la qualité de vie au travail est très bonne, on est dans des beaux locaux, les gens sont contents d'être là, mais la taille de l'entreprise fait qu'aujourd'hui le parcours de carrière de ces gens-là va être compliqué, c'est-à-dire que qu'est-ce que je propose après ? Et du coup, le mécanisme qu'ils ont essayé de trouver, c'est de se dire finalement, est-ce que je peux aller plus loin avec quasiment que des trentenaires, en disant finalement je vais leur mettre le pied à l'étrier pour financer leurs biens immobiliers qui leur permettent de... Voilà. Donc fidélisation, premier point en écho déjà à ce qu'on a pu dire. Et puis après, ça rejaillit sur un deuxième plan, c'est l'attractivité. Ouais. Je suis une marque employeur, ok, aujourd'hui dans mes avantages sociaux, j'ai évidemment la panoplie assez classique d'épargne salariale, de CESU, de chèque déjeuner, mais finalement, en quoi je peux me différencier aujourd'hui sur le marché auprès d'acteurs ? Donc fidélisation, ça c'est pour ceux qui sont déjà en poste, place. Et attractivité. Exactement. Donc là éventuellement pour stimuler le développement. Exactement, attirer des talents. Ouais. Alors Chloé Voisin-Bormuth, directrice générale de Paris Capital Économique, vous devez avoir un micro pas très très loin. Donc j'attire l'attention sur le travail que vous avez commencé à réaliser, qui est publié sur votre site. C'est un rapport assez riche et très intéressant qui recense l'ensemble des initiatives, enfin un certain nombre d'initiatives déployées par des entreprises pour le logement de leurs salariés. Vous avez aussi organisé une journée qui mettait ces questions en débat à l'hiver dernier, donc qui avait beaucoup retenu notre attention. Alors la question que je voudrais vous poser pour commencer, pour ouvrir, c'est pourquoi maintenant, pourquoi avoir ouvert ce chantier aujourd'hui, et peut-être là aussi en quelques petits bouts de résultats que vous avez eu qu'on développera ensuite. Juste un mot, vous posiez clairement la question, est-ce que les entreprises sont une solution à la crise du logement ? Oui. C'était comme ça que vous abordiez le sujet. Oui, on a posé cette question assez directement. En fait, toute la base de notre travail, c'était effectivement, on est parti des constats qui ont été partagés par l'ensemble des intervenants, à savoir que les entreprises avaient des problèmes de recrutement et de fidélisation. Donc, et ça, c'était des problématiques qui remontaient. Et donc, on s'est posé la question, finalement, comment les entreprises elles-mêmes abordent ce sujet ? Est-ce qu'on est sur un retour du paternalisme, à savoir qu'elles se voient comme une solution à la crise du logement, ou est-ce que c'est un autre positionnement des entreprises ? Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'en définitive, les entreprises elles-mêmes, et ça a été quand même un constat qui a été martelé de tous les côtés, les entreprises, ce n'est pas leur job d'être gestionnaire immobilier. Elles ne veulent absolument pas se substituer à la puissance publique, c'est pas dans leur objet social. Mais par contre, je reprends les mots du président d'Etica, Olivier Bessin, il dit « le job d'une entreprise, par contre, c'est de recruter des talents ». Et pour recruter des talents, on a un problème de logement. Donc du coup, est-ce qu'on attend finalement que la puissance publique fasse quelque chose ? Mais donc on est dans une position où on ne répond pas à une problématique qui est tout de suite maintenant.
parce que par exemple sur les chantiers de l'Atlantique, les commandes c'est tout de suite maintenant. On ne va pas pouvoir expliquer aux clients qu'en fait il va falloir attendre 10 ans que des logements soient construits, etc. Par exemple, sinon pour les saisonniers, par exemple, on avait donné aussi un autre exemple d'un restaurant étoilé, la Mare au... Je ne sais pas. Grenouille. Non. Non, la Mare au diable, mais c'est autre chose. Je suis en train d'écorcher le nom, c'est horrible. Mais ce restaurant étoilé... On essaiera de le retrouver. Une honte. Ce restaurant étoilé, en tout cas, avait un problème. Il faut pouvoir servir les clients tout de suite, maintenant, le soir. Donc urgence, c'est la première chose. Urgence. Et donc, finalement, le positionnement des entreprises, c'est un positionnement qui est empreint de pragmatisme. On a un problème, il faut trouver une solution tout de suite, maintenant. Donc, on est un petit peu contraint et forcé. Et ce qui fait qu'on est dans un positionnement qui est très, très loin du positionnement du paternalisme, qui avait une volonté à la fois de fixer la main-d'œuvre à proximité des usines. Donc, c'était aussi une problématique industrielle, voilà. Mais c'était aussi, et c'est pour ça qu'on emploie le terme de paternalisme, c'était aussi une problématique de maintenir un ordre social avec une vision idéologique très structurée. Voilà. Alors là, pas du tout. Et d'ailleurs, dans l'enquête que nous avons pu mener, on voit bien que certains chefs d'entreprise nous disent très clairement, pour 10% d'entre eux, ce n'est pas de la responsabilité de l'entreprise, on ne va pas s'en occuper, c'est un problème qui est en dehors de nous. On va trouver autre chose. Et notamment, cette autre chose qui est développée, c'est de dire on ne s'occupe pas directement du logement, mais par contre, on va avoir une politique d'empowerment. Bon, ça, c'est une politique qui est très développée, notamment aux États-Unis, de dire on va augmenter les salaires, on va augmenter la capacité à pouvoir, le pouvoir d'achat des salariés, et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir accéder à un logement. Donc on peut avoir ce positionnement, ou on a un autre positionnement qui est de dire ça ne marche pas. En fait, il vaut mieux flécher des aides directement sur le logement avec des possibilités qui sont non pas infinies, mais en tout cas extrêmement nombreuses, pour pouvoir répondre à un besoin qui est très spécifique, ou des saisonniers, ou des jeunes, ou de l'achat, ou. Et ça permet une certaine efficacité, mais c'est toujours en complément des autres dispositifs qui sont proposés, soit par l'État, soit par les collectivités. On voit toujours quelque chose qui est en complément d'eux, et où les entreprises, finalement, si jamais la crise du logement est enfin résolue, elles seront les premières à vie pour se désengager de ce sujet, en tout cas, parce que ce sera peut-être plus une demande des salariés. Et je conclurai par ça, c'est que dans l'enquête que nous avons menée, la question que nous avions posée aux entreprises, c'était est-ce qu'elles ont des difficultés de recrutement ? Oui. Est-ce qu'elles ont des difficultés de fidélisation ? Oui, pour 72% d'entre elles. Mais surtout, est-ce que, de la part de leurs salariés, elles voient dans les entretiens annuels, et est-ce qu'elle voit dans les négociations salariales la question du logement apparaître ? Et la réponse était immédiatement oui. En fait, ça vient des salariés, donc il faut pouvoir répondre, parce que les avantages sociaux qui sont proposés aujourd'hui, naturellement, il y a l'exemple, notamment dans la région parisienne, de la voiture de fonction. On se dit, mais en fait, cet avantage ne sert à rien. Mais par contre, la question du logement, là, on aurait besoin d'une aide pour avoir ce coup de pouce qui va permettre deux choses. Soit pour les plus fragiles, effectivement, d'avoir accès à un logement, la base, ou soit pour les talents. Et aussi pour les talents internationaux. Et c'est ça qui nous fait dire que cette question est aussi véritablement une bombe à retardement, parce que ça concerne l'ensemble du segment. On va pouvoir me dire, oui, les talents internationaux ont les capacités de se payer un logement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais par contre, ces talents internationaux ne viennent plus nécessairement à Paris, parce qu'en fait, la difficulté d'accès sur un marché immobilier qui est pourtant favorisé sont telles, les barrières administratives, la difficulté, l'absence de rapidité pour pouvoir accéder à un logement, que même sur ce segment, on peut dire c'est un problème de riches, peut-être oui, non, mais en tout cas, même sur ce segment, ça bloque. Et vous avez identifié certaines solutions qui aident notamment cette fraction des salariés. Donc, en tout cas, pour ce premier temps, d'abord peut-être pour vous en particulier, si j'ai bien entendu, il y a une question d'urgence, de pragmatisme. Il y a des leviers divers, vous les avez commencé à les mentionner. J'ai bien aimé que vous commenciez par le levier salarial, parce que effectivement, on parle de lien emploi-logement, mais dans le lien emploi-logement, il y a bien le logement, les leviers qui sont liés au logement, vous les avez mentionnés,
mentionné, mais il y a aussi des leviers dans l'emploi, dans les politiques salariales. Vous avez employé la désormais très courante expression de bombe sociale. Bon, on va revenir sur tous ces éléments. Donc pour commencer maintenant à s'attaquer peut-être pour découvrir en tout cas les solutions que vous mettez en place les uns et les autres. Je peux pas juste de rajouter un point. Est-ce que je peux me permettre de rajouter un point ? Un petit point rapide. C'est juste le truc. En 2019, il n'y avait que 3% des salariés qui faisaient du télétravail. Il y a effectivement cette donnée sur laquelle on reviendra. En 2023, ils sont quasiment 25%. Et moi qui discute beaucoup avec des RH et des directions d'entreprise, le sujet c'est de se dire finalement, dans un monde qui concerne 25% aujourd'hui des employés, où le télétravail devient une donnée, où ils travaillent 2 jours, 3 jours par semaine pour certaines entreprises, et bien en fait s'assurer que les mètres carrés sont là, pour pouvoir télétravailler dans de bonnes conditions, c'est aussi quelque chose qui est dans la tête des employeurs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les employeurs sont très à cheval sur et d'ailleurs ils sont embêtés régulièrement par le CHSCT, etc., les organisations professionnelles, parce que, attention, aménagement des locaux, pas de risque d'accident, etc. Or, le sujet du télétravail, c'est la jungle, c'est-à-dire que tout le monde se débrouille. Et le phénomène qui commence à émerger, en tout cas moi je le vois à travers les entretiens que je peux avoir, c'est le mot productivité. Pourquoi ? On va revenir sur toutes ces questions, parce qu'effectivement, c'est bien un enjeu de productivité. Je rebondis sur ce sujet du télétravail pour attirer l'attention sur une étude qui a été, Catherine, publiée par Idéal. Oui, voilà. Donc, effectivement, on a fait une étude avec l'Obsoco qui s'appelle Au bureau sans bureau et qui montre que dans les logements, il y a très rarement la place pour travailler et l'installation des salariés est aussi très mal ou très peu prise en compte par les RH dans nombre de sociétés, en tout cas, dans ce qui concerne leur confort, simplement la chaise de bureau, enfin des détails qui font qu'on peut bien ou mal travailler, et évidemment l'espace et les ressources qu'on consomme aussi à la maison quand on est amené à y travailler. Et juste pour préciser, parce que les RH, vous avez tous dit qu'ils étaient très importants, on les a sollicités sans aucun retour. Donc je ne sais pas s'ils ont encore pris, en tout cas, le problème à sa mesure. Alors, ce qu'on a entendu également, finalement, c'est que est-ce que les entreprises ont vraiment... Enfin, on a entendu productivité, on a entendu fidéliser, on a entendu attractivité. Finalement, il y a une réponse qui passe par le logement, mais les entreprises n'ont peut-être pas vocation, elles, directement, à régler cette question de la crise du logement. En tout cas, elles s'y attaquent. Alors, pour voir comment elles font, je propose de commencer par vous, Cécile Gambier. Donc, la voix de l'AP-HP ce matin. Donc peut-être quelques petits rappels sur l'AP-HP. Donc c'est et vous confirmerez ou vous me corrigerez si je dis des bêtises. Donc c'est le premier employeur francilien avec environ 100 000 agents. Tout à fait. C'est ça. Donc c'est un mastodonte. Des agents avec des profils qui couvrent un peu tout le spectre, enfin en tout cas très différents en termes de revenus, mais aussi en termes de localisation, du cœur de l'agglomération parisienne jusqu'aux franges de l'Île-de-France. Là aussi, vous me corrigerez presque. Quelques établissements vraiment hors Île-de-France, mais plus anecdotiques en tout cas. Oui, avec dans le sud de la France. Mais en tout cas, particulièrement Paris et Première Couronne. Tout à fait. Donc, un espace de tension lié au logement avec des prix extrêmement élevés, si je ne dis pas de bêtises. On a aussi mentionné tout à l'heure le fait que le Covid avait entraîné certaines modifications à l'échelle de vos agents, notamment liées aux difficultés de se loger pour les plus bas salaires, mais aussi peut-être aux difficultés des conditions de travail parfois, ou en tout cas de la nature de cette activité. On va peut-être y revenir. Donc, par ailleurs, j'ai pu lire que l'AP-HP attribue environ 600 logements par an à ses agents, ce qui représente à peu près 25% des demandes qui vous parviennent. Alors, je voulais commencer par ça. À ce jour, quelle offre de logement vous proposez à vos salariés ? Alors, en effet, c'était un peu le constat à l'issue du Covid. Il y avait 75% des demandes demandes de logement qui ne pouvaient pas être satisfaites malgré les 600 attributions par an. Donc, dans le cadre de cette politique ambitieuse pour répondre justement à cette problématique de recrutement et de fidélisation, nous avons augmenté de façon et même doublé en fait le nombre d'attributions par an à 1200 attributions
attribution annuelle. Et en fait, cette cible, elle se décline en 2 grands segments, mais les mêmes segments en fait sur lesquels nous revenons et nous avons échangé depuis tout à l'heure. D'abord, une offre qui est d'environ 700 attributions par an, mais même en dehors de ce volume, qui répond avant tout à la question de l'attractivité. Et ça, c'est vraiment, comme je vous l'ai expliqué, un nouveau segment que nous ne portions pas jusqu'alors et qui se décline là en 2 grands segments. D'abord, la question des jeunes professionnels sortis d'école. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Alors, nous avons des instituts de formation en soins infirmiers et des écoles dont nous gérons et pour essayer d'attirer en fait des soignants en leur proposant aussi des stages au sein de l'hôpital. Mais comment on arrive à les fidéliser et une fois qu'ils sont diplômés. Et donc, nous leur proposons là, des solutions de T1, de petits studios, sur des durées courtes, de 12 à 18 mois, avec des loyers là, forfaitisés de 500 à 550 euros, charges comprises, donc dans Paris ou proche banlieue, comme une première aide, un premier pied à étrier pour qu'ils puissent avoir le temps de trouver des solutions complémentaires. Ces logements-là, ils appartiennent à la PHP? Alors après, voilà, on a déjà, c'est comment on arrive à attribuer, quels sont les différents segments, et puis après je vous expliquerai comment on a pu répondre en urgence aux différents besoins. Nous avons également un autre segment, là c'est vraiment dédié à l'attractivité des professionnels plus expérimentés, des titulaires, et donc là nous répondons à cet enjeu de fidélisation. Et ça c'est vraiment un segment nouveau, donc nous sommes fixés plus de 500 attributions annuelles, donc c'est extrêmement important et ambitieux. Et là pareil, sur le même territoire. Nous maintenons et nous pensons que c'est vraiment aussi là essentiel et nous avons renforcé aussi notre offre sociale. Donc, soit au travers de droits de réservation, soit au travers de notre parc avec des loyers modérés également. Alors, droit de réservation, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu? Combien ça coûte? Auprès de qui? Droit de réservation, donc d'un logement social pour pouvoir attribuer ces logements sociaux que vous avez réservés aux salariés, aux agents, sous condition de ressources. C'est bien ça en quelques mots. Oui, tout à fait. Alors donc pour développer notre offre, nous avons développé plusieurs dispositifs. D'abord avec l'appui de l'Agence régionale de santé, qui est bien consciente de notre grande difficulté. Nous avons lancé 2 appels à manifestation d'intérêt pour en fait sécuriser, auprès du marché, donc auprès des bailleurs, des investisseurs, assureurs, promoteurs, de groupements, pour nous proposer de logement en tout cas. Tout à fait. Alors, nous proposé une grille. Nous avons segmenté en fait notre besoin par territoire. Nous avons ciblé des zones d'implantation qui restaient à proximité de nos hôpitaux ou accessibles à moins de 30 minutes en transport en commun pour justement faciliter cet accès des professionnels aux différents hôpitaux. Nous avons sélectionné ces zones aussi en fonction des aménités. Il n'y a pas que le transport, une offre d'école, des espaces verts, une sécurité pour pouvoir permettre aussi aux familles de pouvoir s'implanter en tranquillité. Nous avons aussi ciblé une typologie de biens en fonction de la surface et en essayant malheureusement d'avoir des logements assez compacts par typologie pour pouvoir maîtriser le loyer et qu'il reste abordable. Et le dernier point, c'est évidemment la maîtrise du loyer où nous sommes sur des loyers assez bas, autour on va dire de 13 € du mètre carré pour pouvoir en tout cas répondre aux besoins de nos salariés. Donc c'est en effet, c'est une moyenne sur tout le panel. Oui. Donc est-ce que vous proposez des logements très sociaux par exemple avec des loyers beaucoup plus bas que ceux-là? Ou on sait que ça c'est un problème d'ailleurs à l'échelle du monde aujourd'hui du logement social qui a du mal pour des raisons économiques à produire ces logements à très bas loyer, très faible loyer. Alors de toute façon, nous fixons ces loyers pour nos agents et la PHP peut en fait absorber le solde entre le loyer
public et le loyer que nous proposons à nos salariés. Et elle le fait, en l'occurrence. Et elle le fait quand nous sommes contraints de le faire dans un certain nombre de cas. Et évidemment, vous connaissez aussi les problématiques financières et budgétaires de la PHP, donc il faut aussi le limiter et nous cherchons en tout cas un soutien, même si nous avons eu un soutien de l'État et de l'Agence régionale de santé, un soutien aussi. Oui, j'allais vous demander l'enveloppe. Donc ce soutien de l'ARS d'Île-de-France, c'est 75 millions d'euros. C'est en tout cas ce que j'ai pu lire, si vous pouvez confirmer ou pas, et peut-être avoir une idée de l'enveloppe que ça représente, puisque la PHP est un établissement public. Oui, alors c'était plutôt 32 millions. Alors, et nous avons... Le chiffre est très mauvais, alors. Voilà. Et en fait, nous avons eu également des aides de l'État, par ailleurs, en dehors des 2 appels à manifestation d'intérêt. Je vous ai parlé de ces AMI, mais on a également passé des conventions de partenariat avec des bailleurs sociaux en dehors de ces AMI, soit sur Paris, soit dans des départements franciliens et notamment dernièrement on vient de signer une convention de partenariat avec Hauts-de-Seine Habitat pour développer 600 logements pour les besoins de la PHP sur les 5 ans à venir. Je vous ai également je vais partager que nous avions un parc de logements propriété de la PHP. Évidemment, nous cherchons à mobiliser au maximum aussi notre foncier en regardant les solutions pour les restructurer, développer de nouveaux projets, voire nous avons identifié des logements qui ne répondaient plus aux besoins pour des questions de localisation, de typologie ou même d'état technique du bien. Bâti, oui. Et donc, nous avons lancé, et nous sommes dans cette démarche actuellement, de vente en bloc de ces ensembles d'adresses plutôt intéressantes, en tout cas à l'échelle de Paris et un peu en banlieue. Et ce produit de cession va nous permettre de réinvestir dans du logement, future propriété aussi d'État, et ça répond un petit peu, on a un mix de solutions où on prend à bail, on prend des droits de réservation, mais on essaie de développer aussi notre propre parc. Donc c'est une stratégie multi-produits, multi-solutions, multidimensionnelle. On essaie de répondre à l'ensemble de ces segments avec une mixité en tout cas de produits, et pour accompagner aussi, et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais on a également structuré la fonction immobilière dédiée au logement. Oui. Et ça répond un petit peu aussi à cette problématique. Jusqu'alors, on était plutôt sur une démarche d'une agence logement au sein de la PHP qui attribuait les différents logements. Depuis cette crise et cette recherche de développement, on a professionnalisé cette fonction, et nous avons un peu segmenté entre cette agence logement qui reste essentiel, mais aussi un service donc au sein du département immobilier pour définir la stratégie et porter le développement de cette offre. Il me semble un des enjeux de la loi actuelle qui est discutée que de permettre aux établissements de santé d'avoir une possibilité de gérer cette offre de logement en propre et non pas de la déléguer. On reviendra peut-être sur ce point. Oui. Il me semble que un des bailleurs auprès de qui vous avez pu acquérir des droits de réservation est ICF Habitat. J'ai en tout cas pu lire ça. Alors je me tourne vers Romain Dubois, vers vous. Donc finalement, ICF Habitat, groupe SNCF, ne loge pas que des cheminots. Non, ICF Habitat, effectivement, c'est l'immobilière des chemins de fer, donc ça veut bien dire quel est notre ADN. On a d'ailleurs été créé avant la SNCF, on a été créé par les anciennes compagnies ferroviaires de l'État en 1927. Effectivement, le cœur de notre mission, c'est de loger des cheminots. Maintenant, notamment depuis les années 70, le parc qui en partie était détenu par la SNCF, a été apporté à ses filiales de logement social que je dirige, et nous sommes un bailleur social comme les autres, avec effectivement encore aujourd'hui à peu près 30 à 35% de nos locataires qui sont des cheminots, soit actifs, soit retraités. Mais pour le reste, je sers le préfet sur ses contingents, je sers les maires évidemment en contrepartie de leur garantie d'emprunt, et je sers d'autres demandeurs. J'ai un partenariat avec 2 autres bailleurs, Arcade et Batigère, dans le 93 pour servir la PHP. On a un partenariat avec la Poste, on a un partenariat avec le ministère de la Justice pour aider effectivement ces employeurs publics ou ces employeurs qui ont du mal à loger,
à loger dans ce parc social. Donc ces partenariats, très concrètement, ils se manifestent par le paiement de droits de réservation auprès de vous. C'est ça. Exactement. Donc combien ça coûte de réserver un loyer? Est-ce qu'on réserver un logement? On le réserve pour une fois? On peut le réserver pour toujours? Comment ça fonctionne? Alors, on respecte la réglementation. Donc oui, aujourd'hui, on le réserve pour un tour. Depuis la gestion en flux, il n'y a plus de réservation de longue échéance qui étaient les droits de suite sur 30, 40 ans. Aujourd'hui, on le réserve pour un tour et le tarif, il est différent d'une zone à l'autre. Il est évidemment plus fort. C'est quelques dizaines de milliers d'euros, aux alentours de 20 000 à 25 000 à Paris. C'est beaucoup moins cher dans des zones moins tendues. Mais typiquement, le partenariat avec La Poste, les postiers, il n'y a pas que dans les zones tendues qu'ils ont besoin de se loger. Donc le partenariat avec La Poste, c'est sur l'ensemble du territoire national. Et c'est vrai que j'ai la chance de diriger un ensemble de filiales présents sur tout le territoire national. Le premier objet, c'est quand même de servir les cheminots, ce qui fait que mon développement ou mes implantations obéissent vraiment d'abord et en premier lieu aux besoins de développement ou non du transport ferré. Par exemple, il y a quelques années, c'était avant mon arrivée, constatant qu'il y avait beaucoup moins de demandes cheminotes à Limoges, on a vendu en bloc à un autre bailleur social l'intégralité de notre parc social à Limoges. Donc on s'adapte aussi aux besoins de notre actionnaire, évidemment. Mais notre actionnaire, il est aussi présent dans les zones en tension. Et finalement, nos zones de présence sont fortement les zones en tension, dont l'Île-de-France. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez le pouvoir de décider vos stratégies d'implantation. Néanmoins, sur l'attribution, vous répondez évidemment au système d'attribution des logements sociaux à l'échelle, qui est le système à l'échelle nationale. Alors, peut-être juste pour revenir sur la gestion en flux. La gestion en flux, c'est une nouveauté. C'est plutôt une nouveauté, on va dire. Elle se distingue d'une gestion en stock, c'est-à-dire peut-être en deux mots, et vous me corrigerez si je dis des bêtises ou vous préciserez ce que je dis. Il ne s'agit plus maintenant pour les réservataires d'avoir des logements précisément fléchés physiquement, c'est-à-dire on sait qu'on a réservé tel logement, telle adresse, tel étage, tel cage d'escalier, etc. Aujourd'hui, les réservataires disposent d'une part du stock et elle bouge, elle n'est pas fixe géographiquement. Exactement ça, effectivement. Alors ça date déjà, au moins le texte c'était la loi Elan, la mise en application c'est le 1er janvier de cette année, donc c'est tout nouveau. Et effectivement, autrefois les réservataires avaient, comme vous le disiez, un parc réservé mais physiquement. Aujourd'hui c'est un pourcentage du parc et un pourcentage en fonction du flux de rotation. Donc une des difficultés d'ailleurs, c'est qu'on a des réservataires qui ont des taux de rotation très différents. Traditionnellement, les cheminots bougent parce que dans leur carrière, ils doivent être mobiles géographiquement, ce qui fait notamment que on a un taux de rotation plus élevé dans la population cheminote que dans le reste de nos populations. Pour autant, mettons que j'ai 30% de cheminots et 30% de personnes logées par l'État. À chaque rotation, je devrais attribuer 30% au préfet et ainsi de suite. Donc en fait, on bouge la structure physique de nos logements en fonction de la rotation et plus simplement en fonction des droits de réservation. Mais donc plus la rotation est forte, mieux on est servi, entre guillemets, à l'échelle des cheminots en tout cas. Oui et non, parce que en fait, ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont le taux de rotation le plus faible. Si vous avez 10 logements qui tournent, je dois en servir forcément 30% à l'État. Donc même si c'est 10 logements de cheminots qui deviennent vacants, sur ces 10 logements de cheminots, j'en devrais 3 à l'État. Parce que taux de rotation beaucoup plus faible aujourd'hui dans les populations logées par les préfets. Donc ça pose une certaine difficulté. Ça pose une difficulté, ce qui nous oblige, alors ce qui permet d'ailleurs effectivement de localiser peut-être à différents endroits, alors qu'autrefois on avait vraiment un parc très fixe. L'échelle de la loi Elan, c'est l'échelle départementale. On peut descendre à des échelles de PCI, mais c'est quand même pas le grand tout. On peut pas, c'est pas de Marseille à Strasbourg. Mais à l'échelle du département, on peut avoir une vision beaucoup plus précise, si on connaît la demande, d'attribuer un logement, alors qu'autrefois il n'appartenait pas à un tel réservataire. Donc ça, effectivement, c'est une opportunité. En revanche, le différentiel de taux de rotation fait que l'attrition
probable des logements réservés aux travailleurs salariés et pas simplement aux cheminots, fait que la réponse des bailleurs aujourd'hui, c'est la production de logements nouveaux pour contrebalancer cette attrition de logements potentiels. Oui, donc il y a un enjeu à la fois du parc qui existe et donc un enjeu de production. Bien sûr, et tous les bailleurs sociaux aujourd'hui qui logent via notamment Action Logement, beaucoup, sont dans une politique de développement de logements sociaux nouveaux, de logements intermédiaires, pour répondre non seulement à la demande nouvelle, mais également à cet effet de la loi Elan. Donc on peut en venir peut-être maintenant justement à cette production de logements par ICF Habitat. Alors ce qui me semblait intéressant quand on a préparé, c'est que vous nous expliquiez que finalement il y avait un certain nombre de logements occupés par des cheminots, mais que dans un parcours de vie, on peut perdre son conjoint, etc. Donc finalement, vous essayez de compléter votre offre de logement de façon à permettre une rotation peut-être encore plus forte des logements sociaux dont certains sont destinés aux cheminots. Donc vous nous mentionniez par exemple le développement de résidences seniors et de béguinage. Comment ça se passe et comment vous l'inscrivez dans votre stratégie de bailleur social? Tout à fait. En fait, je rebondirai bien sur le terme de pragmatisme que Chloé a utilisé tout à l'heure. La SNCF est une entreprise presque comme les autres et en tout cas, sa fonction RH est très pragmatique. Elle répond à des questions par des réponses. Les réponses, c'était effectivement d'avoir des outils un peu historiques, des bailleurs sociaux et des prêts, l'actionnariat dans Sofiap. Mais par ailleurs, effectivement, pour accompagner cette mobilité, pour accompagner les accidents de la vie, pour accompagner le vieillissement, elle a mis en place un certain nombre d'outils ou de structures qui permettent effectivement le développement de ces offres plus précises. La SNCF a créé une association qui est gérée paritairement avec les organisations syndicales et accessoirement dont je suis également le président, qui s'appelle PARM, qui propose à peu près 6500 chambres partout en France pour faire de l'hébergement temporaire, soit de jeunes embauchés alternants qui ont du mal évidemment à se loger, soit de personnel de cheminots en mobilité géographique éventuellement la semaine, soit pour répondre à des accidents de la vie. Le Covid, on en a beaucoup parlé, le Covid dans beaucoup d'endroits a mis en exergue ou a fait monter les violences faites aux femmes par exemple. La population cheminote n'a pas été préservée. Nous avons dû en urgence reloger quelques cheminotes battues et heureusement qu'on avait ces outils-là. Et aujourd'hui, l'association PARM a contractualisé avec la SNCF pour que une victime de violence conjugale puisse être relogée, avoir une proposition d'hébergement en 24 heures. Oui. Ça, c'est une vraie offre en plus. Évidemment, on peut l'étendre. Et par ailleurs, pour répondre à l'autre bout aussi, ou à la fin de la vie, ou au moins après la période d'activité, c'est vrai qu'on est historiquement propriétaire de cités cheminotes, notamment dans le nord de la France, avec beaucoup de maisons individuelles. Ces maisons ne sont plus adaptées au vieillissement, dès lors qu'il y a un étage et autre chose. Et c'est vrai qu'on réfléchit à des structures, mais comme d'autres bailleurs, pour permettre d'accompagner ce vieillissement. C'est des résidences intergénérationnelles où effectivement, notamment à Longo dans la Somme, on a un projet de béguinage, un peu sur le modèle belge de Bruges, où en fait chaque locataire aura son appartement propre, mais il y aura une offre de services collectifs renforcée avec une offre de kiné, éventuellement un passage de médecin, pourquoi pas de la distribution de plateaux. On est encore dans son logement, mais finalement, on a une offre collective renforcée. Donc voilà, on s'adapte un peu à toutes les demandes. Et effectivement, alors, on pourrait se dire, mais pourquoi le bailleur social de la SNCF s'intéresse aux retraités cheminots? Parce que finalement, ils ne sont plus intéressants pour la SNCF. Alors d'abord, la SNCF a quand même une ADN publique. J'y reviendrai aussi d'ailleurs sur le foncier. Mais par ailleurs, soyons aussi opportunistes. Quand une personne n'est plus en capacité d'entretenir ou surtout d'être dans son logement, si on lui propose une solution de type résidence intergénérationnelle ou béguinage, on libère aussi son logement. Et l'effet de cette mobilité résidentielle, d'ailleurs que le gouvernement appelle de ses voeux dans le projet de loi, c'est quelque chose de très important que de permettre en permanence, et c'est le volet EOL des CALEOL de commission d'attribution,
que de permettre d'attribuer le bon logement à la bonne typologie et idéalement, effectivement, avec des arguments qualitatifs, de permettre de libérer un 5 pièces qui ne serait plus utilisé que par une seule personne retraitée. Donc on retrouve une stratégie double, ou en tout cas une logique d'action qui est double, à la fois ce pragmatisme que Chloé avait mis en exergue au départ, mais également une attention au logement qui s'inscrit dans un parcours de vie. Donc ça rejoint assez bien les propos qu'on avait eus dans le premier webinaire. Donc pour appréhender ce parcours de vie et le logement dans ce parcours de vie comme un élément sécurisant à l'échelle des ménages. Alors merci pour ces éléments. Peut-être une dernière précision, parce que j'ai beaucoup parlé du locatif. Oui. Parce que Michael l'évoquait tout à l'heure. Ça va faire c'est vrai que la demande d'accession, elle est forte aussi dans la population cheminote, elle est forte dans toute la population salariée. À un moment, une partie des Français ont envie d'accéder à la propriété. Et là aussi, la SNCF a déployé des dispositifs d'accompagnement, d'aide, au-delà, évidemment, les prêts SOFIAP, mais des conventions avec des promoteurs, avec des grands constructeurs, pour favoriser aussi l'accession à la propriété des cheminots. Alors ça fait naturellement la transition avec vous, Michael Lenézé. Je me permets juste aussi d'encourager les auditeurs à envoyer leurs questions. Et donc s'ils en ont, on prendra un moment pour tenter d'y répondre. Alors Michael Lenézé, vous êtes directeur général de SOFIAP, donc vous avez présenté en quelques mots qui était SOFIAP et son action. Donc vous avez souligné que vos clients sont les entreprises. Alors qui sont-elles ? Est-ce que c'est des toutes petites entreprises? Est-ce que c'est des très grosses entreprises? Vos actionnaires principaux, en tout cas, sont la Banque Postale et la SNCF. En fait, le truc, c'est que je reprends le mot de Romain, parce que je l'aime bien, celui-là, c'est pragmatisme. Donc aujourd'hui, en fait, le sujet, et en tout cas moi, depuis 1 an et demi qu'on prêche la bonne parole et qu'on essaie de capter des entreprises, j'ai envie de vous dire, dans le portefeuille aujourd'hui des 40 entreprises qu'on a, on a des entreprises du CAC 40, des très grosses. Je peux dire SNCF parce que Romain l'a dit, mais on a aussi une galaxie autour d'EDF. Oui, non, mais des très grosses. Ça n'est pas CAC 40, peut-être un jour, voilà. Il me semble... Je vais annoncer un scoop. Peut-être Total Énergie récemment. Alors ça, je peux pas le dire, mais parce que voilà, on est lié aussi au secret, aux discrétions de nos portefeuilles, mais le sujet, évidemment, des très grosses. Et puis aujourd'hui, ce qu'on constate aussi, et on a lancé une petite émission sur Radio Imo il y a pas longtemps, et on fait intervenir une boîte qui fait 25 personnes, qui travaille dans la recherche et le développement informatique. Et typiquement, aujourd'hui, dans notre portefeuille, je vais vous dire, il y a un tiers, c'est les très grandes. Un ventre mou, c'est des PME entre 500 et 1500 salariés. Et aujourd'hui, j'ai une galaxie d'entreprises qui sont entre 50 et 150. Je vous donne juste un exemple, parce qu'on a eu la chance de passer sur M6 il y a 1 mois. Moi, j'étais à Rennes, on fait le truc pour M6, le tournage. On est dans une entreprise qui s'appelle MG2Mix, qui est au bord de la 4 voies pour aller sur Rennes. Cette entreprise, elle fait 100 personnes. Elle travaille dans la nutrition animale, elle fait de la recherche fondamentale sur les nutriments animaux, qui concerne d'ailleurs l'élevage et jusqu'aux chiens et aux chats, voilà, pour l'anecdote. Donc elle travaille avec le monde entier. Aujourd'hui, 100 personnes, quasiment 70% de ces personnes sont vétérinaires, biologistes, agronomes, etc., hyper chassés, qui viennent de toute la France. Et cette entreprise, elle est hyper pragmatique. Elle se dit, finalement, je suis à 30 km de Rennes, j'ai aménagé un local hyper joli, j'ai une salle de sport, j'ai une cantine, j'ai tout, mais je fais venir des gens de toute la France, et du coup, ces gens-là, qui sont hyper formés, qui fonctionnent bien ensemble, j'ai 2 problématiques à régler. La première, c'est de se dire comment je peux les sédentariser ici, puisque finalement, quand ils ont 30 ans, ils n'ont pas forcément fait leur vie pour les uns et les autres, comment je peux les sédentariser autour de l'entreprise. Donc, il faut que je mette quelque chose en place pour faire ça. Deuxième problème, je travaille dans le recherche et développement, je n'ai pas envie, les 6 associés n'ont pas envie de faire du télétravail massif, parce que considèrent que dans ce métier-là, ce qui est important, c'est l'échange, la discussion, à bâton rompu, etc., qui fait qu'on progresse en termes de recherche. Et donc, ils se sont dit, voilà, je vais résoudre ce problème par 2 choses. Je vais prendre en charge une partie des taux d'intérêt des prêts qui vont être contractés par mes salariés. Donc aujourd'hui, cette entreprise prend 3% du taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on emprunte au grosso modo à 3,90, eux, ils empruntent à 0,90 parce que l'entreprise met de l'argent sur la table. Et deuxième sujet, pour l'univers de contraintes qui fait que c'est hyper pragmatique, c'est que cette aide est liée au fait que le logement soit dans un rayon de 30 km autour de l'entreprise. Pourquoi ils font ça ? Hyper pragmatique,
je veux limiter les frais, je veux limiter les déplacements, je veux que les gens n'aient pas de frein à venir au travail plutôt que rester chez eux, et je fais cette solution-là. Et ces super talents, super demandés par tout le monde, c'est pas forcément ceux qui ont le plus besoin de logement, parce qu'a priori, ils ont des salaires qui pourraient se les permettre. Ils ont des salaires, on va dire, moyens plus, c'est clair. Mais pour autant, le vrai sujet je pense qu'aujourd'hui, dans ce que moi je peux analyser dans le portefeuille qu'on a aujourd'hui d'entreprises, que je les connais tous, c'est aussi cette entreprise, elle a été rachetée par six personnes qui étaient précédemment salariées. Et leur sujet, parce qu'eux se sont plus dans cette entreprise, ils ont racheté l'entreprise et du coup ils cooptent des gens qui leur ressemblent. Et l'envie de créer un univers qui soit très, on va dire familial dans l'excès, mais paternaliste en tout cas, est hyper fondamental pour eux. Parce que c'est attirer ces gens-là dans un contexte où ils savent bien que la compétition est rude. Et aujourd'hui, les entreprises, la compétitivité de leur offre, de leur marque employeur, du fait que quelqu'un se sent bien et peut faire un bout de carrière assez long dans une entreprise, c'est déterminant pour eux. Notamment dans des métiers aujourd'hui où quand on fait de la recherche fondamentale ou de la recherche biologique, etc., et ben forcément, il faut une certaine durée, parce que sinon on ne crée rien en fait. Et donc ces entreprises, là vous avez brossé le portrait d'une entreprise en particulier, donc qui est une entreprise de plus de 50 salariés, donc qui par ailleurs participe à l'effort de construction, donc verse la PEC à Action Logement. Il y a des entreprises dans votre portefeuille qui ne sont pas assujetties à cette participation-là. Quoi qu'il en soit, c'est donc une démarche volontaire de leur part se tourner vers vous. Mais combien ça leur coûte? Combien ça peut leur coûter? Première chose, on n'est pas tout à fait une banque, on est un établissement financier. C'est une petite nuance, mais qui est importante. Pourquoi? Parce que quand je dis ça, c'est que nous, notre métier, c'est de financer des projets. Donc nos collaborateurs sont, en tout cas les miens, sont en permanence à financer des projets immobiliers. Et du coup, le sujet de l'agrégation des différentes solutions existantes sur le marché, c'est un sujet de conseil. Moi, ce auquel je tiens, c'est de se dire, il faut que nos conseillers soient dans des démarches conseil. Donc ils vont chercher avec les clients, en fonction des profils, toutes les aides auxquelles ils ont droit. Ça, c'est super important. C'est ce qui nous fait, je pense, très différenciant par rapport au monde bancaire classique, que je connais aussi par ailleurs pour y avoir exercé quelques fonctions. Mais c'est super important parce qu'on est spécialisé. Donc ça, concrètement, ça veut dire une entreprise qui est adhérente, le conseiller de Sofiap va proposer le prêt bonifié. On va revenir sur le fonctionnement du prêt bonifié. Si le ménage et le logement sont éligibles au PTZ, par exemple, va flécher vers le prêt à taux zéro, vers le prêt accession d'Action Logement aussi également. Exactement. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la moyenne des prêts qu'on réalise par dossier, puisque c'est comme ça qu'on raisonne, c'est plus de 2, puisqu'en général, il y a le prêt évidemment bonifié de Sofiap, mais il y a aussi souvent le prêt Action Logement, il y a souvent le PTZ, en tout cas dans certains cas, c'est moins vrai cette année, mais c'était vrai l'année dernière, le PTZ, et puis après il y a ce qui manque, donc le complément. Donc ça, c'est la construction. Votre question après, c'était combien ça coûte une entreprise. En fait, l'objectif que se fixe l'entreprise, c'est à quel niveau de rétention ou quel niveau d'attractivité je me place. Et donc l'entreprise aujourd'hui, quand on discute avec elle, c'est elle qui choisit, évidemment qu'on modélise ce que ça va coûter. Donc juste pour vous donner un chiffre, 1% d'un taux de crédit sur 25 ans, 100 000 euros, ça coûte à peu près sur 25 ans 14 000 euros à l'entreprise. D'accord? Sachant que quand on dit ça, les 14 000, les 1% pris en charge, c'est si le prêt dure jusqu'à 25 ans. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que la majorité de nos prêts durent, on va dire, entre 8 ans et 9 ans. Pourquoi? Parce que quand on achète un premier bien, en général, on construit souvent sa vie à côté et du coup, quand on s'agrandit, quand il y a des naissances, on achète plus grand, ou on se déplace, ou on est mobile et on quitte l'entreprise. Donc voilà. Donc du coup, pour l'entreprise, si le prêt va jusqu'au bout, c'est 14 000 euros. Donc ça veut dire si le prêt va jusqu'au bout, donc 25 ans. Bonification est liée elle a quand même une condition, c'est que le salarié demeure salarié de l'entreprise qui bonifie son prêt. On est dans le domaine du privé, c'est-à-dire que c'est lié évidemment au contrat de travail, mais j'ai envie de dire contrat de travail comme l'est aujourd'hui la dotation des tickets restaurants, de la voiture de fonction, de tous les avantages en nature que constitue le package. Mais pas le prêt accession d'Action Logement, par exemple. Tout à fait. C'est pas lié au contrat. Non, mais par contre, ce qui est quand même super important à garder en tête, c'est que le choix, ce que disait Chloé tout à l'heure est juste, c'est-à-dire qu'il y a multiplicité de choix aujourd'hui.
nous, notre choix, mais on n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de toutes les solutions. On est juste un agrégateur de solutions qui existent sur le marché avec une particularité, c'est que nous, on est sous seing privé, on est lié au contrat de travail, on joue sur la fidélisation et l'attractivité. Et surtout, je pense que moi, fondamentalement, on laisse quelque chose de très important pour le collaborateur, et en tout cas, ça m'est remonté par les entreprises. On laisse deux choses. Première chose, on est un établissement financier, on n'oblige pas à changer de banque pour être client chez nous. Ça veut dire que on prélève sur le compte de la banque qui nous désignait. Super important, parce que aujourd'hui, dans le monde autrement, quand vous êtes client d'une banque, vous êtes domicilié chez eux. Quand vous êtes par un courtier, vous domiciliez forcément dans la banque sur laquelle le courtier va négocier. C'est super important. Deuxième choix, le fait de choisir votre bien, puisque c'est le salarié qui achète. Vous avez fait le choix du lieu où vous l'habitez, de la taille du logement. Vous avez pas un logement collectif imposé par votre employeur. Et donc, vous êtes dans un univers de liberté, de choix et de vie. Évidemment que l'entreprise le fait pour le dessein de la fidélisation, évidemment. Donc, l'aide, forcément, s'arrête le jour où vous partez, mais vous restez le propriétaire. Et vous savez tous, comme moi, que quand vous êtes propriétaire un certain nombre d'années, vous avez commencé à capitaliser parce que vous avez commencé à rembourser des crédits et que donc forcément entre le montant du crédit que vous avez remboursé et la valeur de votre bien, il y a souvent un delta qui vous est favorable. Donc là, c'est la grosse différence par rapport à être locataire. Ce prêt bonifié, il ne peut pas couvrir l'intégralité du besoin de crédit. Aujourd'hui, dans le panel d'entreprises... Mais s'il ne peut pas tout couvrir, est-ce que le salarié est tenu de prendre un crédit chez Sofia pour couvrir l'intégralité de son besoin? Alors, première chose, quand vous dites ça, dans le panel d'entreprises qu'on a aujourd'hui, on a des prêts bonifiés qui commencent à 20, 40 000 euros, 25 000 euros. Donc c'est différent selon les entreprises. Et oui, parce que c'est l'entreprise qui choisit l'allocation de moyens qu'elle y met. Donc aujourd'hui, on a une entreprise qui met 200 000 euros de prêts subventionnés. La moyenne, c'est plutôt autour de 100 000, on va dire, mais 200 000. Donc en fait, la couverture, elle est liée au fait que l'entreprise va jusqu'au bout. Aujourd'hui, moi j'ai beaucoup appris depuis 1 an et demi en discutant avec les entreprises. Maintenant, je suis convaincu, et en tout cas je dis ça aux entreprises, ne faites pas d'épicerie, allez-y fondamentalement de façon assez massive, parce que sinon le facteur de rétention que vous avez envie d'avoir, vous ne l'aurez pas. Et donc du coup aujourd'hui nous on modélise le truc en disant aujourd'hui pour que ce soit attractif, pour que ça percute chez vos collaborateurs, je pense que le bon montant c'est autour de 100 000 et puis après vous choisissez la modalité de prise en charge. Et donc c'est ça en fait qui va faire que nous, notre métier c'est d'aller financer évidemment le prêt bonifié et puis faire tout le complémentaire. Donc le complémentaire il est très dépendant de l'allocation que l'entreprise veut y mettre. Oui, il peut varier. Et donc ce complémentaire-là, on peut le souscrire auprès de Sofiap, mais on peut aussi rester dans sa banque. Après ma satisfaction, pareil, c'est qu'aujourd'hui on arrive à peu près à 92-93% de financement global. Parce que notre métier, en tout cas notre façon de faire fait aussi qu'on a des conseillers qui sont très professionnels, qui savent convaincre, et puis surtout qu'on est aussi compétitif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui notre métier, c'est en tout cas la recherche, l'annonce d'hier de la BCE nous satisfait pleinement, puisque quelque part ça nous permet d'être compétitif, puisque le métier aujourd'hui de financeur, c'est un métier ultra concurrentiel. Aujourd'hui il y a plein d'acteurs sur le marché, notre métier c'est d'être compétitif. Et donc du coup, vous êtes à quel taux aujourd'hui, parce que les taux ont bougé un peu hier, mais aujourd'hui sur 25 ans, on doit être à 3,90 et sur 20 ans à 3,80. Et donc avec concrètement la bonification qui est déduite peut ramener exactement à moitié moins, voire plus. Ah oui, tout à fait, puisqu'en fait, selon les montants, on a une entreprise qui peut prendre 0,75, 1%, 2%, 3%. Très bien. Donc un coût pour l'employeur et un lien entre le salarié et ce prêt tant que son contrat, avec la bonification tant que son tout à l'heure, contrat. Catherine vous dit... Le coût pour l'employeur, c'est la part qu'il prend dans la bonification, mais votre rémunération, elle c'est que ça. Comment ? En fait, notre métier, c'est un métier industriel de prêteur. Donc en fait, on ne facture pas l'entreprise de frais complémentaires. On gagne sur ce qu'on appelle la marge d'intérêt. C'est uniquement notre métier. Puis sur ce qu'on vend à côté, c'est l'assurance. Voilà, c'est juste ce qu'on fait. L'assurance que les emprunteurs peuvent prendre. Ah oui. En fait, vous savez, là-dedans, moi, je suis très libre par rapport à ça, parce que j'ai la question en permanence. Aujourd'hui, nous avons un métier établissement financier ultra encadré. On ne doit pas dépasser 35% d'endettement. On ne doit pas faire de vente liée. C'est-à-dire que par rapport à votre question, on ne peut pas obliger un client à souscrire un package global. Ensuite, l'assurance, tous les mois, tous les emprunteurs peuvent quitter l'assureur qu'ils ont pour passer à un autre. Et tout ça, on est obligé de l'accepter, voire de conseiller le client.
Puisqu'aujourd'hui, je vous rappelle que dans le cas de la loi Lemoine, c'est quand même... Enfin, je dis ça avec beaucoup d'humour parce qu'il faut en avoir sur ce truc-là, mais quand on voit qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'établissement financier, je suis tenu tous les ans d'informer tous mes clients qui peuvent changer d'assurance. Comme si j'en étais responsable. Donc voilà, donc ce métier est encadré, donc la liberté, elle existe en fait, sur tout le monde. Demain, on peut avoir des remboursements anticipés de prêt, c'est la vie normale de tout le monde. Simplement, on est dans le domaine privé, on n'est pas dans le domaine public. Alors, j'ai une dernière question à vous poser. Après, Catherine aura une question du public, donc très court pour la réponse. Est-ce que les entreprises peuvent imposer ou contraindre certaines décisions d'achat, par exemple la distance? Est-ce que les salariés peuvent... est-ce qu'il y a un rayon pour lequel... C'est ce que j'ai cité tout à l'heure, l'entreprise de Rennes, c'est 30 km. Oui, parce que ça fait partie des conditions que l'entreprise a envie d'y mettre, parce qu'on est dans une sphère privée, en fait. C'est ça le sujet. C'est pas après, faut pas non plus se leurrer. Tous les dispositifs qui sont présentés de ce type-là par l'entreprise, on y passe du temps, on le modélise, on le présente dans des CSE d'entreprise. Tout ça, c'est validé, mais c'est une modalité, c'est un avantage qu'on suit avec des contreparties. Et est-ce que, par exemple, d'autres contraintes, et après je passe à la question, sur le plan énergétique, par exemple, est-ce qu'on peut acheter une passoire énergétique avec en fait, ce qui est toujours pragmatisme des entreprises, j'en ai une en tête, ce qu'elle fait, c'est qu'elle module le montant de la prise en charge de la subvention en fonction de la qualité du DPE du bien. Par exemple, cette entreprise, elle prend 1% de tous les biens dès lors que le DPE est inférieur à C. Elle prend 0,75 si le DPE est supérieur à C. Pourquoi elle le fait? Parce que dans sa philosophie, ce qu'elle veut, c'est limiter les charges. Et tout à l'heure, je parlais du coût du logement dans le revenu des ménages. Pour limiter ce coût-là, acheter des biens qui sont moins énergivores que les précédents, forcément, c'est du gain potentiel. Et donc, toutes les réflexions sont ouvertes. C'est pour ça que nous, on est vraiment en permanence dans la construction, parce que maintenant, on commence à avoir un bon panel de ce qu'on est capable de faire. Et on construit avec l'entreprise la solution qui lui correspond et sur laquelle elle veut pouvoir communiquer. Donc interne. Tout est négociable alors. Tout est négociable dans le respect du cadre. Tout est modulable, on va dire. Tout est modulable. Alors Catherine, j'ai une question qui va intéresser tout le monde ici. C'est une question qu'on a soulevée lors du premier webinaire et qui est sous-jacente, mais néanmoins d'après cet auditeur ou auditrice, n'est pas assez posée. La solution au problème du logement qui consisterait à fournir aux salariés un salaire leur permettant de se loger décemment est très peu abordée. C'est pourtant la solution donnant le plus d'indépendance, en effet. Et en effet, les pouvoirs publics font déjà tout pour déséquilibrer le rapport de force du marché du travail en faveur des entreprises. Et ce type de solution ne rend le salarié que plus dépendant des entreprises. Donc. Je me permets juste de répondre à ça. Est-ce que c'est vraiment ça la question? Oui, évidemment que le salaire, c'est déterminant. Oui, mais est-ce que dépendant, finalement, quand dans votre package d'employés, vous avez un salaire, des avantages en nature multiples, est-ce que c'est moins dépendant que d'un salaire plus gros que vous aurez du mal à négocier ailleurs parce que vous serez moins bankable? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, si il y a un risque de perte d'emploi, alors pas dans le cas de l'accession, mais dans le cas de la location, et y compris de la clause de fonction dans le parc social, si on perd qui n'existe pas encore, si on perd son emploi, on perd aussi son logement. Et là, non seulement on a du mal à retrouver le même emploi, mais en plus on se retrouve, sinon à la rue, en tout cas dans des difficultés. On peut perdre sa bonification par ailleurs. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais juste un truc, on va sortir une enquête là dans 10-15 jours avec Ipsos sur un sondage qu'on a mené sur le lien emploi-logement, la perception des collaborateurs et la perception des dirigeants. En fait, aujourd'hui, quand on regarde le truc, 80% des salariés voudraient que leur employeur fasse quelque chose sur le logement. Oui, mais parce que le logement est trop cher et parce que leur salaire ne permet pas de se loger. Et dans une optique, quand on regarde le truc en creux, dans une optique aussi de volonté de rapprochement, un peu le sujet tout à l'heure qu'on évoquait. Parce qu'aujourd'hui, le coût moyen de dépense du trajet professionnel en province, c'est à peu près 100 €. Et que du coup, pour réduire cette facture, c'est de se rapprocher. Et donc, l'aide de l'employeur, c'est non seulement le fait de dire ça coûte trop cher, etc., mais quelque part, c'est quand même une revendication très forte de se dire comment mon employeur peut m'aider à me rapprocher, à payer moins cher et finalement à construire un début de patrimoine que sera mon bien immobilier. Parce qu'aujourd'hui, en France, quand même, on a une chance, c'est qu'on emprunte à taux fixe.
C'est-à-dire que je veux bien représenter toutes les banques de la place en étant les grands méchants, etc. Mais c'est pas le but. N'empêche qu'aujourd'hui, en France, on a quand même une chance par rapport à des pays qui sont tout proches de nous, l'Angleterre, etc. On emprunte à tout fixe, ce qui fait que cette notion de j'emprunte, de toute façon, c'est fixé et ça ne bougera plus jamais, est très différenciante d'un monde de loyer où forcément le loyer peut bouger. C'est en effet un facteur sécurisant pour les ménages, tout à fait. Néanmoins, cette question du salaire et cette question qui a été posée, elle est très importante. Laisser répondre les autres panélistes et notamment peut-être Chloé qui représente, on va dire le monde de l'entreprise ici. Et j'ai une autre question qui dit cet avantage apporté par l'entreprise est-il imposable ? Ça dépend. C'est en effet une des questions qui convient de soulever, c'est au sujet de la fiscalité, à quel point la fiscalité peut encourager ou pas ces solutions. Alors, je pense que je ne suis pas la mieux placée pour les questions fiscales, mais sur la question est-ce qu'il faut faire des augmentations de salaire ou est-ce que les entreprises doivent s'engager, je pense que c'est une question, mais c'est seulement une demi-question, au sens où certaines entreprises vont choisir effectivement d'augmenter le salaire, et je vous rappelle que c'est ce qui s'est passé assez massivement en 2024, où il y a effectivement des augmentations de salaire qui ont été votées. Liées à une inflation très importante. Oui, bien sûr, mais les entreprises n'en sont pas directement responsables, et encore Absolument. une fois, de dire... je pense que c'est faire un faux procès en fait aux entreprises qui répondent à une demande des salariés. Et est-ce qu'elles essayent de les fragiliser ? C'est pas une mauvaise intention. En définitive, elles essayent le temps où le salarié est chez elles, et c'est tout à fait normal de les aider autant qu'elles le peuvent avec des dispositifs qui répondent à une demande et qui répondent à des demandes qui ne sont pas nécessairement des demandes d'augmentation de salaire, parce que parfois les situations qui sont proposées sont des situations assez particulières. Par exemple, il y a des situations sur les télétravailleurs qui habitent dans une ville et qui viennent télétravailler seulement 2 ou 3 jours par semaine. Ils ne souhaitent pas nécessairement avoir une augmentation de salaire, mais ce qu'ils souhaitent avoir, c'est une facilitation pour pouvoir avoir, en fait, ne pas être dans un Airbnb, de devoir à chaque fois rempacter leurs affaires, etc. Et ce qui fait que certaines entreprises contractent avec une start-up qui s'est créée, qui s'appelle Weekaway, et qui propose de libérer, d'optimiser, en fait, les chambres qui sont disponibles dans certains logements pour que le salarié puisse, donc c'est un bail temporaire, mais sur de longues durées, où, en fait, pendant la semaine, pendant 2 jours ou 3 jours par semaine, le salarié d'une entreprise en télétravail vient chez une personne privée, loue la chambre et après laisse ses affaires. C'est un avantage pour tout le monde. Et ça permet d'aider plus le salarié qu'une augmentation de salaire, parce que du coup, c'est directement fléché et c'est une aide très, très concrète et très pragmatique, encore une fois, pour finalement faciliter le fait que j'ai un problème, je veux un logement, je n'ai pas à le faire moi-même. Et je pense que, en fait, toutes les solutions qui sont proposées, c'est de dire pourquoi est-ce que c'est pas toujours une augmentation de salaire, ça peut l'être, ou ça peut ne pas l'être. Et là, vraiment, toutes les entreprises que j'ai rencontrées étaient très, très pragmatiques et très flexibles dessus. Si c'est plutôt ça qui est demandé, ce sera plutôt augmentation de salaire. Si c'est plutôt aide au logement, ce sera plutôt aide au logement. Mais parce que parfois, ce qui est très compliqué, c'est vraiment de trouver, tout simplement, de mettre le pied dans le logement. Et dans les différentes offres que je prenne, par exemple, vous en avez proposé des offres à la PHP, Sofiap, qui est différent parce qu'il y a cette liberté du choix de logement, donc il faut le chercher tout seul. Vous proposez, il y a des logements, donc ça aide, ça met le pied à l'étrier. Il y a d'autres entreprises qui, par exemple, contractent avec Powerhouse, qui est une foncière qui permet de flécher des logements dans un rayon spécifique de l'entreprise où le logement est directement disponible. Donc le salarié n'a pas ce problème de dire comment est-ce que je vais faire. Et parfois, on le voit bien, on le voit tous, il faut qu'on prenne un emploi. Et vous avez cité l'étude de la CPME, 20% des gens ne prennent pas d'emploi parce qu'en fait, c'est trop compliqué. C'est de trouver un logement, etc. Et que parfois, c'est justement le pied à l'étrier qui va aider. Et ce qui peut être intéressant aussi, par rapport à ces questions, c'est qu'on peut aller plus loin. Certaines entreprises, certes, je n'ai pas d'exemple en France, mais je peux vous citer un exemple aux États-Unis avec un système qui est complètement différent de la France, j'entends bien. Mais
Pour ouvrir tout simplement le débat et pour ouvrir encore le champ des possibles, prenons le cas de Microsoft, qui a été confronté à une problématique très intéressante. Bon, une problématique assez banale, en somme. Microsoft emploie énormément, se développe, donc du coup une tension sur le marché immobilier qui est très importante. L'inflation des prix immobiliers est importante, les salaires n'augmentent pas suffisamment vite, donc on a un problème. Microsoft a un problème. Il a un problème pour ses talents, mais ça, il arrive à le régler aussi avec des augmentations de salaire. Donc, je vous rappelle, la politique américaine, empowerment, on augmente le salaire, les gens se débrouillent. Mais Microsoft s'est rendu compte que finalement, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Pourquoi ? Parce que toute la population, tous les salariés de Microsoft qui étaient bien payés, avaient besoin de gens moins payés pour pouvoir vivre agréablement. Il fallait des chauffeurs de taxi, il faut des nounous, il faut des enseignants. Et soudain, il y avait un énorme problème, c'est-à-dire que ces gens ne pouvaient pas habiter. Les travailleurs essentiels notamment. Les travailleurs essentiels, exactement. Et donc Microsoft, encore une fois d'un point de vue très pragmatique, a dit « Je consacre une partie importante de mon financement en augmentation de salaire qui est consacrée à mes plus hauts salaires, une partie moins importante à mes plus bas salaires, mais en fait j'ai une responsabilité territoriale plus large, avec des gens que je n'emploie pas, mais qui seront importants pour mes salariés. Donc, je vais consacrer une partie du budget à la création de logements abordables qui va me profiter indirectement. Donc, on est là vraiment dans le cœur de la matrice des politiques urbaines néolibérales. Oui, mais c'est intéressant de voir que, encore une fois, c'est du pragmatisme. C'est pas du tout l'enjeu. Ça n'a jamais été l'enjeu, ça ne sera pas l'enjeu. Si le problème est réglé d'une autre manière, mais il faut trouver une solution tout de suite maintenant dont tout le monde peut bénéficier. Et oui, c'est parfois lié à un contrat de travail parce que, encore une fois, et c'est ce qu'on attend aussi d'un employeur. Il ne faut pas oublier ça, que justement ce fil à la patte, ça veut dire qu'on peut aussi s'en détacher, qu'à un moment quand on part de l'employeur, on n'a pas de lien avec son ancien employeur. C'est finalement aussi, dans un certain sens, parfois gagnant-gagnant. Et le cas de Sophie App le montre bien, quand on est sur de l'accès à la propriété, on reste gagnant. Ça a été un coup de pouce pendant 5 ans, pendant 8 ans, pendant 10 ans, parfois seulement pendant 2 ans parce qu'on est parti au bout de 2 ans. Mais donc c'est un coup de pouce. Et ça montre bien qu'un employeur est avant tout pourvoyeur d'emploi et pas un pourvoyeur de logement. C'est possible. Il le fait à travers ce système commun lié à l'APEC, Action Logement et le logement social. À partir de 50 salariés, enfin, vous reverrez les conditions de paiement de l'APEC, mais en tout cas, c'est un pourvoyeur d'emploi avant tout. Oui, et on ne peut pas lui reprocher de faire cette politique davantage sociale pour pouvoir contenter ses salariés et enfin, je pense qu'on ne peut pas le lui reprocher, ça fait partie d'eux. En revanche, ce à quoi on peut réfléchir aussi, c'est parce qu'on pourrait faire le reproche de dire finalement ce sont que les entreprises qui peuvent se le payer, qui peuvent donc il y a finalement des différenciations qui sont faites entre les employeurs. Absolument. Ceux qui peuvent payer ça, ceux qui ne le peuvent pas. Mais peut-être faut-il avoir une discussion un peu plus généralisée, ça c'est très demandé aussi de la part des entreprises, pour dire redéfinissons les politiques davantage salariales, parce que pour pouvoir introduire plus de flexibilité, parce que aussi au sein de l'entreprise, certains collaborateurs vont avoir désespérément besoin d'une nounou, là ils ont besoin d'un coup de pouce important. D'autres plus jeunes ou qui je ne sais pas, plein de solutions vont dire non, moi j'ai besoin d'un chèque culture. D'autres qui vont insister parce que ça leur plaît davantage d'avoir le ticket resto, etc. Et puis d'autres vont dire tous ces avantages, c'est pas grave, je n'en ai pas besoin, mais aujourd'hui ce dont j'ai besoin de ce coup de pouce tout de suite, maintenant, pour me loger. Et donnez-moi ça plutôt que le reste. Et à un moment, bien sûr, on va pouvoir dire oui, ça devrait venir en plus. Dans un monde idéal, plus on a, mieux c'est, et on est tout le monde. Mais comme vous l'avez dit très, très clairement pour la PHP, à un moment, la manne financière de l'entreprise est forcément limitée. Donc encore une fois, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de flexibiliser, pas nécessairement dans une dimension néolibérale, etc., mais tout simplement pour répondre le plus efficacement possible aux besoins actuels, aujourd'hui, maintenant, d'une entreprise. Et je trouve que c'est une chance, au contraire, que les entreprises puissent décider et puissent
qu'il y ait beaucoup de dispositifs qui sont proposés sur le marché, qui sont assez peu connus des entreprises, que fait OneNest, que fait Powerhouse, ce que fait Sofiap, tout ça, c'est plein de dispositifs, soit directement que les entreprises prennent elles-mêmes en charge, comme par exemple Wisecom qui se porte caution pour ses salariés, soit qui ne souhaitent pas directement le faire, donc on est sur du B2B2C, de type Sofiap pour l'accès à la propriété, ou de type OneNest par exemple pour... Donc ça veut dire l'entreprise qui contractualise avec l'intermédiaire, et l'intermédiaire ensuite se tourne vers l'usager ou l'habitant. Exactement. Et c'est bien qu'il y ait autant de solutions possibles, parce que ça permet de répondre le mieux aux besoins du salarié aujourd'hui, maintenant, et de s'adapter, de changer. Et ça ne s'impose pas à tout le monde. Et pour les employeurs qui ne souhaitent pas le faire, parce qu'il y en a, pour les employeurs qui ne peuvent pas le faire, malheureusement il y en a aussi, ça ne s'impose pas. La PEC s'impose à tout le monde, mais par exemple pour pour les entreprises de plus de 50 salariés. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises de moins de 50 salariés ? Leurs salariés peuvent bénéficier des offres, des aides d'action logement à partir des entreprises de 10 salariés. Et ça, bien sûr, et les entreprises, là aussi, on n'en parle pas, mais certaines entreprises mettent aussi en place des conseils très particuliers pour faciliter justement l'accès de leurs salariés à la PEC, mais ils ne peuvent pas le flécher. Et bien entendu, les entreprises vont chercher à avoir un retour sur investissement. Ils investissent, donc ils souhaitent que leurs salariés soient satisfaits. C'est normal, ça me semble pas problématique. Justement parce qu'on est sur du privé et il ne se substitue pas. Il ne se substitue pas ni à l'État ni aux collectivités, donc, et c'est heureux. Ce qui permet, donc je le souligne, et puis on va passer à des temps de questions un peu plus courts, mais donc de souligner que la PEC est donc la reconnaissance publique d'un problème de logement et d'emploi, qui lie en tout cas les deux, puisque si une contribution est nécessaire, c'est a priori qu'elle vient corriger des inégalités, ou en tout cas développer pour répondre à un besoin que seul le marché, que le marché seul aurait du mal peut-être à prendre en charge. Ça n'empêche pas la crise du logement qu'on traverse actuellement, mais néanmoins c'est quand même un système qui semble vertueux et à protéger, bien sûr. Ah, bien sûr, mais personne ne... Enfin, moi, j'ai pas rencontré d'entreprise qui disait la PEC. Oui, bien sûr. PEC, non. Enfin, en fait, c'est intégré. Là n'est pas vraiment. L'enjeu est pas là. L'enjeu est de dire il y a la PEC, mais comment est-ce que je peux pas flécher la PEC sur mes propres salariés ? J'ai pas un retour direct. Je peux les conseiller. Mon salarié peut être content parce que je le conseille mieux, mais je peux pas l'utiliser comme marque employeur. Si je donne plus, si je donne un avantage supplémentaire, je souhaite satisfaire mes salariés en direct. Et donc on arrive bien à cette question de marque employeur. Alors... Bien sûr, mais qui finalement est assez... il faut que tout le monde y trouve son intérêt pour que ça marche. Mais ça, l'ensemble de ces dispositifs et l'ensemble des entreprises appellent de leur vœu que la crise du logement soit aussi réglée, bien entendu. Ça faciliterait une petite remarque pour rebondir sur cet exemple de Microsoft. Dans le troisième webinaire, on reviendra sur la question de la régulation publique, qui est évidemment aussi un des enjeux. Il nous reste 5 minutes. En 5 minutes, je voulais poser des questions avec des réponses très rapides. Première question, dans la loi logement qui est actuellement discuté au Sénat, la Commission des affaires économiques, la possibilité d'une clause de fonction sur le logement social est discutée. Je me tourne vers vous, Cécile Gambier. C'est une solution que vous soutenez. Elle nous paraît à nous assez délicate dans ce lien qu'elle institue entre l'emploi et le logement, en particulier pour des agents qui bénéficieraient d'un logement social, donc avec des revenus plutôt faibles. Pourquoi vous la soutenez ? Comment elle sera mise en place si elle est acceptée, si elle est votée ? Alors, pour répondre déjà à un besoin vraiment crucial, un revenu, on en a parlé toute la matinée, nous avons un gros risque sur des professions à faible revenu et dans un contexte financier et budgétaire très compliqué. Chaque euro de l'assistance publique et de l'État dédié à cette problématique doit permettre de se prolonger et d'assurer cette continuité.
priorité à moyen terme. Tout à fait. Pour une question d'efficacité de ces investissements. Tout à fait. Bon. Romain Dubois, en tant que directeur général d'un organisme HLM. J'ai pas forcément de position en tant que directeur général d'ICF Habitat, et à vrai dire, ce que je vois, c'est vrai que un certain nombre d'entreprises ou d'établissements publics ont soutenu, pour les raisons que Cécile a rappelées, cette disposition. Alors, la SNCF ne s'est pas positionnée, à vrai dire, sur ce sujet, donc je ne peux pas parler en son nom. Ce que je vois, c'est qu'elle a fait plutôt le chemin inverse, d'ailleurs, ces 40 dernières années, puisque dans les années 70, on avait du logement, alors, qui n'était pas encore chez le bailleur social, mais qui était géré comme du logement social à la SNCF. Elle nous l'a apporté, ces logements, et à ce moment-là, ils sont entrés dans la... Et finalement, ça a été tendu à l'époque avec les organisations syndicales. Pour autant, elles ont apprécié effectivement de ne plus avoir ce couperet de la date de retraite, t'es à la retraite, tu dégages. Plus récemment sur le logement libre, je pense qu'il y a un certain pragmatisme à avoir, et les employeurs auront sans doute une vision pragmatique. Ce qui va sans doute rendre le mécanisme compliqué, c'est qu'il y aura plusieurs traitements et plusieurs modes de logement social. Et finalement, pour que ça soit intéressant de rentrer dans ce mécanisme-là, il faut d'autres carottes, parce que sinon, l'effet pour l'employeur, je te passe un logement, mais il est à durée déterminée, va avoir probablement un effet contre-attractif. S'il y a par ailleurs d'autres offres de logements sociaux, il restera d'autres offres de logements sociaux portées par les maires, portées par les préfets et autre chose, qui n'ont pas cette clause-là. Et finalement, on attirera probablement moins dans ces logements à durée déterminée s'il n'y a pas finalement une règle assez large. Je prends juste 2 secondes l'exemple. Alors, c'était dans le parc libre de la SNCF. Il y avait ces clauses d'accessoires au contrat de travail. C'est-à-dire différent d'un logement de fonction. Différent d'un logement, exactement. Différent. La contrepartie, c'était qu'il y avait une décote très importante sur les loyers. Aujourd'hui, la décote a été réduite, y compris parce qu'il y a eu un changement de propriétaire. Et finalement, le locataire cheminot, entre avoir cet accessoire au contrat de travail et finalement pas grand-chose en contrepartie et prendre un bail 89, il fait rapidement le choix. Donc, beaucoup de pragmatisme, et surtout, si les règles sont très différentes sur un lieu, là on n'est pas entre bailleurs, dans un endroit donné ou sur une zone en tension, je ne sais pas si elle arrivera à avoir l'effet d'attractivité qui est souhaité. Voilà, je pense que les règles du jeu restent à construire. J'aurais voulu poser beaucoup d'autres questions, notamment sur un certain nombre de dispositifs qui sont actuellement en discussion, mais notre temps est écoulé. Catherine, pour la conclusion. Oui, elle va être très brève. Merci beaucoup d'être venu exposer les différentes solutions que vous proposez et puis débattre de ce sujet que l'on va poursuivre par un 3e webinaire qui cette fois s'appellera un ménage à 3, donc entre l'emploi, le logement et les territoires. Et puis il aura lieu donc le 5 juillet à 9h. Et merci de votre attention et bonne journée.